lancer le stream. Normalement, je suis en ligne. Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette critique analyse en live, comme on fait maintenant tous les dimanches depuis quelques semaines. J'espère que vous allez bien. On fait une petite attente pour que tout le monde vienne, que tout le monde s'éclate un tout petit peu. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts pour la semaine prochaine, que le chapitre de One Piece vous a bien plu. Je suis juste en train d'attendre un petit retour d'un petit lien. Oui, super. Adri, on fait un beau petit coucou sur Adri. Et voilà. Hein? Non, vas-y, continue. Voilà. Donc voilà, j'ai juste changé. Attends, je suis trop vieux. J'ai des problèmes. Je vois plus. Chat. Ok, on va faire ça comme ça. Putain, c'est écrit tout petit. Comment je fais pour agrandir? Je suis trop vieux. Oh là là, j'ai du mal, j'ai du mal avec mes notes. Je suis hyper fatigué, comme d'habitude, mais c'est de la très très bonne fatigue. J'ai fait un truc cette fin de semaine, un truc absolument de dingue. Je n'ai pas le droit d'en parler, mais le jour où ça apparaîtra, eh bien, c'est quelque chose qui va un petit peu changer la vision qu'on peut avoir je dirais, du manga game. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était super bien. Oui, le dos va très très bien. Le dos va très très bien. J'ai seulement eu des mauvaises nouvelles de la part du médecin et il va falloir que je fasse attention pour le reste du temps. Mais non, 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 ça va très très bien, ça va très très bien. Et donc voilà. J'ai un petit peu. Alors déjà, oui, la bonne chose, c'est que donner pour ceux qui sont là, donner une note entre 1 et 10 sur ce chapitre. Voilà. Et puis après, n'hésitez pas à laisser des messages pour qu'on puisse toujours un petit peu en parler. Et j'en profite, Donc bonsoir voilà. tout le monde. Est-ce que le son va bien? Est-ce que le son du doc est pas trop fort, trop faible par rapport à la musique? Dites-moi tout. Pareil, à mon niveau, est-ce que je ne suis pas trop fort par rapport à lui? N'hésitez pas, c'est le moment de me dire tout ça. Et puis comme ça, je peux faire les réglages et vous serez tranquille pendant tout le live. Et savoir, dites-nous aussi après, il y a des très très bonnes notes au niveau du chapitre, parce que le chapitre, j'ai pas l'impression qu'il était aussi bien noté. Le ressenti. Oui, tu vois, je suis plus un petit peu comme Samus OP qui donne 6. C'est un petit peu l'ambiance générale que j'ai pu avoir au niveau de ce chapitre. La voix d'Adri est un peu étouffée. C'est Oui, mais normal, il parle sous un matelas, pour pas qu'il se j'ai- fasse entendre. c'est ça, j'ai pas envie de me faire gronder par ma femme, mais au-delà de ça, c'est surtout que j'ai volontairement mis cette voix un peu plus étouffée pour ne pas passer au-dessus de celle du doc. Voilà. C'est gentil. Oh là là, je suis bien élevé. Oui, t'es bien élevé. Non, le chat, voilà. Attends, attendez, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Oui, bravo, la technologie. J'ai un meilleur visuel sur mon chat, donc je vais pouvoir mieux vous lire. Et donc, ok, d'accord. Donc, on est sur une moyenne à peu près de 7 sur 10. Donc, voilà, on est encore dans du bon chapitre. Globalement, cet arc a une très très bonne continuité, même s'il est assez court et on sent que Ichiro Oda est obligé d'avancer dans son, comment ça s'appelle, dans sa trame narrative. Franchement, l'arc, pour l'instant, l'arc Head Egg est vraiment un très bon arc et qui a beaucoup de ressentis. Et l'autre question que je voulais aussi vous poser, c'est est-ce que d'un point de vue visuel au niveau de ma tête, si c'est pas trop pixelisé, parce que je sais que la semaine dernière on avait eu une très mauvaise connexion et là j'ai essayé de mettre mon téléphone à un autre endroit pour la réception. Salut le clochard de Creil, pour moi cet arc est mieux que l'arc Wano, c'est un petit peu ce qu'on a un petit peu beaucoup de ressenti. Alors on a déjà des... Ah non c'est nickel, ok bon bah, c'est bien, bonne connexion, ça fait plaisir, franchement ça Et, fait... Oui, et Julien Rapiard, on va en parler plus tard dans le live. Pas tout de suite. On commence pas par la fin du chapitre, on commence par le début. non,
Mais oui, c'est sûr, c'est ce que j'allais dire un petit peu. C'est sûr que, comment dire? On veut tous savoir c'est qui a tiré sur, justement, sur Chaka. Chaka qu'on pensait, et pour ceux qui ont vu ma réaction live, que je pensais encore au début de cet arc, enfin au début de ce chapitre, que c'était lui le méchant. Mais comme a dit, Adri, Heu, on va prendre, vraiment cet arc, enfin ce chapitre, j'en veux pour cet arc, au début, et on va reprendre tout simplement avec Sentomaru qui prévient tous les autres personnes du gouvernement mondial, enfin du gouvernement mondial, de Het Egg, tous les citoyens, qu'il faut qu'ils partent le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'information qu'il y a quelqu'un qui arrive, et surtout quelque chose, c'est 100 bateaux de la marine, et que ça va vraiment, un petit peu chier pour leur gueule. Et ça, on l'apprend comment? Et ça, c'est vraiment très très bien. On a un petit flashback très très rapide sur ce qui s'est passé au niveau d'Ohara. Et d'ailleurs, j'ai été énormément surpris de voir la tête de, comment il s'appelle, de Aokiji qui était présent. Alors, la tête d'Aokiji est présente, pourquoi? Parce que faut bien se rappeler que c'est lui, justement, qui a, entre guillemets, non, il n'a pas tué. J'allais dire entre guillemets tué, non, il a même pas tué Disaro. Mais c'est lui surtout qui a sauvé Robin. Et là, encore une fois, on a un petit flashback. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que One Piece, c'est une œuvre qui a plus de 25 ans, et il y a beaucoup de personnes qui ont lu One Piece qu'une seule fois et qui n'ont peut-être pas en mémoire tout ce qui s'est passé exactement au niveau de Wara. Donc là, il y a un petit pic de rappel, mais franchement, de revoir toutes ces personnes d'Ohara vraiment comme ça, et qu'on ait un petit peu ce petit travelling jusqu'aux flammes où on a le Wanted de Robin, je trouve cette image en elle-même vraiment très 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 belle. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a Sentomaru qui est en train d'espérer que Luffy puisse prendre Vegapunk et l'emmener le plus loin possible. Et en un sens qu'on ait cette vision aussi de Sentomaru, ça veut dire que quand Kizaru va venir sur l'île, peut-être qu'il va y avoir justement un dialogue entre les deux, parce que pour ceux qui ne se rappelleraient pas, Sentomaru est tout simplement alors je vais dire une bêtise, C'est le boss des mais boss. c'est le neveu de, comment ça s'appelle, le neveu de Kizaru. J'allais dire le cousin, mais non, c'est bien le neveu. Le neveu. Après, on passe tout de suite sur autre chose, c'est-à-dire qu'on a encore une fois l'attaque entre de Luffy et de Lucci contre les Séraphins. Les deux Séraphins qui sont celui de Kuma et celui de Mihawk. Et franchement, c'est excellent. On voit qu'ils sont absolument indestructibles. Ce ne sont pas des petites attaques qui ont été données de la part de Luffy et de la part de Lucci, même si ce sont des attaques qu'on va dire de base. Luffy n'est seulement qu'en Gear 4, il n'est pas en Gear 5. Ce sont des attaques qui, il faut bien les remettre dans le contexte, ont quand même réussi à faire flancher des bras droit d'empereur. Là, on va reparler par exemple de Crackers. Crackers qui avait quand même une énergie, enfin une endurance qui était absolument dingue. Et là, on voit que les Séraphins se relèvent. Et là, il y a la petite chose que j'adore encore une fois, qui est de la part d'Ishiroda, de tout simplement nous foutre un petit coup d'humour avec Zoro, qui d'un seul coup vient de comprendre que c'est exactement comme King lors de son combat qu'il a eu à Wano Kuni, c'est-à-dire qu'ils ont des ailes noires, ils ont du feu et ils sont hyper puissants. Alors là, au-delà attendez, je vais juste faire une petite chose parce que j'ai la page qui est sur un écran, et j'ai de l'autre côté le chat qui est sur un autre écran, et j'aime bien avoir les deux choses justement l'un à côté de l'autre. Moi, il y a quelque chose, je sais pas pour vous, mais moi, ce passage-là, au-delà de me faire sourire, est quelque chose qui ne va pas dans dans ce qu'on a l'habitude d'avoir de Zoro. Rappelez-vous, Zoro, c'est quelque chose qui a beaucoup été mis en avant, c'est que depuis l'ellipse des 2 ans, depuis qu'il a fait son entraînement avec Mihawk, il a un esprit d'analyse qui est vraiment très très bon. Et le fait que là, ne disent pas tout de suite qu'il y a que ça ressemble à King. Il faut savoir que le combat qu'il a eu avec King ne date pas de très longtemps, et pour moi une sorte de défaut. Et l'autre chose aussi qui est vraiment bizarre, c'est de la part de Shaka. Encore une fois, ceux qui ont vu ma réaction live ont vu que j'avais un petit peu tiqué sur le fait que seulement qu'à ce moment-là, Shaka fasse la corrélation entre
le fait que King soit encore vivant. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement King fait partie de l'équipage de Kaido. Kaido, ils ont des informations. Ed Egg est lié au gouvernement mondial parce que c'est le gouvernement mondial qui finance ces recherches. Et directement à travers Vegapunk, ils doivent avoir des liens qui doivent être faits. Et donc de ce fait, King ça veut dire que sur l'affiche de King, il a toujours du feu et il a des ailes noires. Je m'excuse, mais ailes noires, feu, même si tu vois pas à cause du masque qu'il a la peau mate, normalement, ils sont assez intelligents pour faire la corrélation entre le sang qu'ils ont utilisé pour faire justement les séraphins, que c'est des lunariens. Et même au-delà de ça, ne pas imaginer que King soit par exemple encore vivant, c'est eux qui ont créé les séraphins. Donc, ils savent quel ADN, comment ils ont été créés, comment le mix a été fait. Et donc, que chacun ne donne pas tout de suite l'annonce qu'ils sont indestructibles parce qu'ils viennent de Lunariens, de l'ADN qui sont faits à base de Lunariens, pour moi, c'est quelque chose qui va pas. C'est quelque chose qui va pas. Donc, oui, tu voulais dire quelque chose? Justement, tu sais que j'aime bien me porter en personne qui pense l'inverse et qui va justement... Voilà. Et ben moi, je vais justement défendre ça en disant que peut-être que c'est pas la partie de Shaka qui s'occupait de ça et que lui n'a pas la connaissance de ce truc. C'est peut-être une autre itération de Vegapunk. Maintenant, l'autre chose, c'est comme tu dis, peut-être qu'il savait que c'était des Lunariens, mais pas King. Et c'est quand il a entendu parler de King, il a fait un lien de cause à effet en se disant « Ok, lui, c'est un Lunarien qui est particulier, peut-être particulièrement plus puissant que d'autres Lunariens, on ne sait pas forcément, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'effectivement la connexion s'est faite. Mais pas forcément avant. » Moi, je pense pas parce que tout simplement, déjà, c'est le seul Lunarien qui reste. Donc, ils n'ont pas pu prendre de l'ADN d'un autre Lunarien. C'est le seul, et il a bien dit que c'est par rapport à ce qui s'était passé avant qu'il soit libéré par Kaido. Et l'autre chose, il faut savoir que tous les satellites sont liés entre eux. C'est-à-dire que tous les satellites de Vegapunk, c'est-à-dire que tous, ils ont un numéro, mais ils ont une sorte de conscience commune entre eux au niveau de l'information, parce qu'ils ont été seulement que créés à la rigueur pour avoir certaines tâches, mais les tâches sont quand même liées entre eux. Et donc pour moi, il a des infos sur... Il n'y a pas que Lilith qui a des infos sur la création des... Comment ça s'appelle des séraphins. Et il me semble même que dans d'autres chapitres, justement, Shaka parle, pas des Lunariens, mais des séraphins. Donc pour moi, il y a un petit truc il y a un petit truc qui va pas. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit que Oda avait oublié des choses et qu'il se référait à son site fan pour se rappeler. Alors, encore une fois, est-ce qu'il a oublié des choses ou est-ce qu'il a juste voulu faire un ressort comique, mais un peu abusif ou parce que après, que Zoro se plante dans ses directions. Oui. Mais effectivement, comme tu dis, Zoro, c'est un combattant. Et en termes de combat, il n'a pas de défaut. Et ça, effectivement, moi aussi, je l'ai vécu comme un défaut. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, il a un esprit analytique et depuis Punk Hazard, par exemple, à un moment, quand on a Luffy qui commence à combattre un petit peu n'importe comment, il y a Zoro qui dit non, mais là, faut avoir une analytique et faire certaines choses parce que on est dans le nouveau monde. Quand il est au niveau de Dressrosa, il a une analytique sur le combat, savoir comment justement Pika analyse le combat. Et c'est la première chose, en tant que combattant, tu dois analyser les techniques de l'adversaire. Et quand tu as vu une technique d'un adversaire, tu l'as enregistré. Alors, on n'est pas dans les Chevaliers Zodiac où une attaque ne fonctionne jamais 2 fois sur un chevalier. Et ça, c'est complètement débile parce que Pégase, il fait toujours les météores de Pégase. Donc, en un sens, c'est complètement débile. Mais sans un sens, c'est une simple parenthèse. Mais Zoro a un esprit analytique au niveau du combat. Et donc, de ce fait, il a vu comment il a combattu contre comment il s'appelle contre King. Donc, dans sa tête, il se dit, ok, King, faut le combattre comme ça. Et là, il se retrouve quelques temps après quelqu'un qui a à peu près les mêmes techniques d'endurance et tout ça. Et là, il doit percuter tout de suite. Il ne doit pas percuter après. Mais en un sens, je pense que c'est plus un ressort comique qu'a fait Ishiroda. Mais je sais plus comment c'est un terme en anglais où ça veut dire ça ne correspond pas à son caractère.
il y a un terme anglais qui correspond comme ça, quand tu fais une utilisation du personnage, mais qui ne correspond pas au caractère ou au cheminement qu'il a l'habitude d'avoir. Mais enfin bref, ça c'est un détail. On passe tout de suite après à quoi parce qu'il faut qu'on garde du temps pour la suite. C'est vous, un peu de respect, c'est vous les défauts les mecs. Mais non, et encore, alors là je vais faire une parenthèse sur la parenthèse. Ce n'est pas parce qu'on critique une œuvre que déjà je n'ai pas la capacité je n'ai pas les capacités d'Ichiro Oda pour faire une œuvre telle que ça, mais ce n'est pas parce qu'on critique qu'obligatoirement on dit que c'est de la merde. C'est seulement qu'un avis qui est donné. Et encore une fois, voilà, c'est seulement qu'un avis qui est amené de la part d'un fan. Et encore une fois, être un vrai fan, ce n'est pas dire amen à tout ce que fait Ichiro Oda, mais justement de mettre des fois en herzog les petits défauts qui nous semblent de l'œuvre. Donc encore une fois, ça c'est la parenthèse. Donc, je suis d'accord avec Nicolas Nouveau qui dit que comique plus humain, ce n'est pas une erreur de sa part. Et s'ils n'en font jamais, ça serait dommage. Effectivement, il peut aussi y avoir ce côté, sauf que Zoro, encore une fois, là on parle purement combat, on parle, pas au moment de ses déplacements, mais purement combat, justement, Zoro, c'est censé être l'équivalent de Ben Beckman, le mec qui sait gérer une situation de conflit. C'est Sun Tzu, c'est le gars qui est censé écrire un livre sur les manœuvres tactiques, etc. C'est le gars qui est doué pour ça. Donc, dans ce cas de figure, je trouve ça plus dérangeant et moins humain de sa part. Voilà. Personnellement. Voilà. Alors, entre parenthèses, coucou à tous ceux qui viennent sur le live pour la première fois. C'est hyper, hyper sympa. Et aussi, petite chose, ne faites pas ne faites pas si vous voulez faire des dons au niveau de la chaîne, ne faites pas de dons au niveau du chat, mais faites plutôt des dons au niveau de Tipeee. Et même si le lien n'est pas mis au niveau de cette vidéo, les liens sont dans la description ou tapez tout simplement Tipeee One Piece Passion. Enfin bref, ça c'est encore une parenthèse dans la parenthèse. Bref, tout ça pour dire que là maintenant on passe sur la deuxième partie, c'est-à-dire on passe sur le combat de Nami contre le Jinbei. Et franchement, il y a une symbolique dedans que je n'avais pas vu lors de ma réaction live. Tout ce qui est Shaka, on parlera plus tard. On parlera vraiment plus tard, parce que je vois des gens qui posent la question de savoir c'est qui a tiré tout ça. Ça, vraiment, on va en parler plus tard. On prend vraiment dans le sens des pages. Et il y a un truc que je n'avais pas vu du tout durant la première lecture de la réaction live, où j'étais plus emporté par la hype de ce qui nous arrivait dans la bouche. Et c'est lors de la deuxième lecture, et en un sens, c'est vraiment ça, la force, par exemple, là, un gros avantage de One Piece, c'est que un chapitre de One Piece ne se lit pas qu'une fois. Un chapitre de One Piece se lit au moins 2, 3, voire 4 fois. Et là, on a un truc qui est complètement dingue, c'est-à-dire qu'on a le Nami qui fait justement l'attaque contre Jinbei, et quand elle envoie l'attaque avec Zeus, il y a Nami qui dit « Pardon Jinbei ». Et « Pardon Jinbei », c'est un truc de fou. Pourquoi ? Parce qu'il faut se rappeler que Jinbei est un homme poisson. Rappelez-vous ce qui s'est passé au niveau de Arlong Park. Rappelez-vous ce qui se passe au niveau de l'île des hommes poissons, où, en un sens, elle accepte un petit peu, a dit « Ok, Jinbei, t'es là, mais je n'oublierai pas tout ce que les hommes poissons ont fait envers moi, mais surtout envers tous les habitants de l'île Kokoyashi, et aussi tout simplement que sa mère est morte à cause. » Et on voit que cette relation devient un peu mieux au niveau de l'arc de Whole Cake. Et là, ici, que Nami dise « Pardon, Jinbei », ça veut dire que maintenant, dans le cœur de Nami, Jinbei fait partie intégrante de l'équipage, au même titre que Usopp, au même titre que Brook, Franky, Chopper, etc. Et c'est ça qui est vraiment mais magnifique. Je sais pas comment vous l'avez vécu, cette toute petite phrase du pardon de Jinbei, mais moi c'est quelque chose qui, lors de la deuxième lecture, m'a vraiment ému, parce que c'est même pas pardon par rapport au fait qu'elle ait attaqué un enfant. Elle dit pas pardon à l'enfant qu'elle a attaqué, parce qu'on sait qu'il y a encore une relation aussi entre Nami et les enfants, encore une fois par rapport au trauma de la mère, de la mort de belle-mère, mais c'est vraiment le pardon de Jinbei. Et pour moi c'est quelque chose qui est... moi, c'est quelque chose qui m'a, lors de la deuxième lecture, qui m'a énormément ému.
Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, Adri. Alors moi je l'ai un peu perçu comme toi, mais pour approfondir un petit peu ce que tu disais, le pardon de Jinbei, je l'ai plutôt analysé comme le fait que effectivement c'est son Nakama et qu'elle veut pas blesser son Nakama. Et d'ailleurs Zeus lui dit ferme les yeux maintenant, je m'en occupe, dans le sens où c'est ce qui est arrivé. Je vais reprendre l'exemple de Alabasta, Bon Clay face à Sanji, où justement Sanji ne voulait pas taper Bon Clay quand il avait le visage de Nami. Oui, ton ami. Et en fait, j'ai retrouvé ce truc-là, sauf que Nami, elle a passé le fait que, ok, il ressemble à mon Nakama, mais ce n'est pas lui. Par contre, il y a toujours cette part de je le visualise. Alors, je reprends ce que dit LBKSMI. Ah, Kismi, bien joué, je viens de comprendre le jeu de mots. Pour moi, quand justement Zeus dit à Nami de fermer les yeux, c'est pas par rapport à Jinbei, c'est par rapport au fait que c'est un enfant. Je pense qu'il y a seulement que cette relation-là. Par contre, ça pose encore une énorme question. Et là, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Si Jinbei, mais non, si Zeus est encore vivant, est-ce que cela signifie que Big Mom est toujours vivante? Est-ce Parce que, que parce que, parce que Zeus est une partie de l'âme de, comment ça s'appelle, de Big Mom. Et donc, de ce fait, est lié à Big Mom. Donc, si Big Mom est morte, la partie de son âme n'existe plus. Et c'est ça est-ce- pour moi qui est important. et autre question, est-ce que par hasard, lorsque Big Mom à un moment elle a rejeté Zeus, Oui. est-ce qu'elle n'a pas coupé aussi un lien qu'elle avait? Ou est-ce que le fait qu'il était dans le tempo de Nami a empêché le lien de continuer? Mais le problème, c'est que ça a bien été dit dans l'explication, quand elle explique vraiment son pouvoir, elle peut donner à des animaux, elle peut donner des parts de son âme à des animaux, où c'est de l'âme qu'apprend de certaines personnes, de l'espérance de vie, qu'elle va après assimiler et après redonner. Sauf que Zeus a été créé dès le départ par merci Hervé. C'est un nom de dieu. Le soleil, comment il s'appelle? Putain. Héphaïstos. Zeus. Hein? Héphaïstos. Prométhée. 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 C'est Prométhée. Zeus et Prométhée ont été créés dès qu'elle a mangé Mother Caramel. Et donc elle a ingéré le pouvoir de Mother Caramel. Et donc le soleil qui avait été créé par Mother Caramel, au moment où Mother Caramel est morte, les entités qui avaient été créées par Mother Caramel n'existent plus. Mais après, c'est Big Mom qui crée Prométhée et qui crée justement Zeus par son âme elle-même. Donc, de ce fait, pour moi, c'est des parties d'elle. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'elle n'est pas morte. Voilà, c'est très très important. Encore une fois, c'est un petit truc qui est lâché encore une fois par Ichiro Oda, mais je pense que ça pourrait... Parce que ils existent à travers... Ils existent à travers Big Mom. C'est pour ça aussi qu'il y a le lien. À un moment, on voit le lien qu'il y a au niveau de Wano Kuni. Donc voilà. Mais encore une fois, ça va être à réfléchir sur la suite. Et moi, je suis encore partisan du fait que Big Mom et Kaido ne sont pas morts. Enfin bref, ça c'est Et la pour chose. répondre à Oui, Potato Fields Forever, presque personne ne meurt dans One Piece. Ouais, mais il faut peut-être aussi arrêter de se reposer que là-dessus. Parce que cette phrase, au final, elle perd de son incohérence parce qu'à la mort de Pedro, les gens étaient là à dire ouais, mais normalement, personne ne meurt. Bah, je suis désolé, on voit quand même pas mal de morts, mais encore une fois, toutes les morts servent à l'histoire. Donc oui, presque personne ne meurt, mais des fois, il peut y avoir personne qui meurt et tout simplement qui ne fait pas plus avancer ou reculer l'histoire. C'est juste qu'il il y a, y a des gens il y a qui quand meurent. même eu des morts. Il y a eu Pedro qui est mort, qui a bien fait avancer par rapport au caractère de Carotte. Carotte. Là, je tiens à faire un gros coucou aux voyageurs de la nuit. Coucou à toi. C'est quelqu'un qui vient toujours sur mes vidéos lâcher des commentaires. Et d'ailleurs, je vous donne un rendez-vous. C'est-à-dire que quand vous regardez mes vidéos,
revenez le lendemain et allez regarder le commentaire de Voyageurs de la Nuit qui a une analyse absolument dingue de One Piece. Et d'ailleurs, je te pose ça juste ici. Depuis très très longtemps, Voyageurs de la Nuit, j'aimerais faire une vidéo un jour avec toi, un live avec toi pour que tu parles. Par contre, là, tu dis, oui, mais Jinbei aussi, lui aussi aurait ressenti la mort de Big Mom. Est-ce que c'est par rapport justement quand il a décidé de quitter l'équipage de Big Mom, où il a dû donner une partie de son espérance de vie. Parce que Big Mom lui a rien donné. Donc je ne vois pas en quoi Big Mom pourrait avoir... Enfin, en quoi Jinbei pourrait ressentir la mort de Big Mom, parce qu'il n'y a rien qui est lié entre eux. Parce que si c'est le fait que Big Mom ait pris de la vie de Jinbei, une fois qu'il lui a pris la vie, il y a plus de lien. Parce qu'elle n'a pas toujours de lien psychique avec. Une fois qu'elle lui a pris sa vie, c'est merde, le contrat qui liait Big Mom et l'équipage a été rompu. Il a payé sa dette. Donc c'est pour ça. Donc je vais redescendre en bas. Et je suis désolé, mais ça Oui. me bouffe depuis tout à l'heure. Mais en fait, elle fait des Horcrux, Big Mom. Oui, Je suis oui, désolé. très juste par rapport à Full Metal Alchemist. Hein. Par rapport à Harry Potter. Ah non, des Ocrux, mais oui, je suis complètement con, je suis parti. Mais comment ils s'appellent les créatures qui ont été créées dans Full Metal Alchemist? Lettre de la fiole, les homunculus. Allez, oui, oui, il y avait le Culus dedans qui m'a Oui. induit en erreur. Mais oui, 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 très juste, oui, très très juste, très très juste, pas mal, pas mal. Et ça pourrait être un bon truc pour une vidéo. Harry Potter dans One Piece. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même Zeus est surpris. Pourquoi? Parce que tout simplement l'attaque qu'il a mis n'a rien fait à tout simplement le petit Jinbei. Et là, Jinbei attaque. Et là, il y a l'arrivée du roi, du démon, du feu. Et là, je peux dire que, voilà, on peut le dire, Kiki tout dur. Kiki tellement tout dur que j'ai même pas remarqué que le sourcil de Senji avait changé pour se rapprocher justement à celui de ses frères, comme dans l'épisode, comme dans le chapitre 1031, si mes souvenirs sont bons, quand il y a le combat contre Queen, et voilà, c'est un truc de taré. Et en un sens aussi, ce qui est vraiment excellent, c'est que quand je loupe des choses Ouais. aussi... Ah bon? T'avais pas remarqué? Mais en fait, sur la même page, il change de position. Oui! Il commence l'attaque, il y a le sourcil Il qui est se dans un met vers sens, et à après, l'intérieur et quand il après. tue Ouais. un démon, le sourcil part dans l'autre sens. Et là, encore une fois, c'est une preuve flagrante que quand je fais mes réactions live, je n'ai lu aucun spoil en amont et je n'ai pas lu le chapitre en amont. Pourquoi? Parce que des trucs comme ça, normalement, quand je fais une réaction live, je fais oh là là, mais regardez, le sourcil a changé pour faire voir que j'ai un esprit d'analyse au niveau des pages qui est de l'ordre du divin. Non, même pas. Ça, je l'avais pas du tout remarqué. Cependant, moi, ce que j'adore, c'est que ça continue à. J'avais fait une très très longue. Il y a l'une de mes premières théories que j'avais fait, c'est que tout simplement, et là c'est un truc de fou, c'est que Senji avait en lui des gènes du Mera Meranomi. Pourquoi, me direz-vous? Parce que tout simplement, Pourquoi? Jaji... Hein? Mais pourquoi, je Pourquoi? te le demande? Oui, bah merci. Pourquoi me dire? Mais oui, bah très bien, c'est vraiment génial. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jaji a travaillé avec Vegapunk, qui ont fait des recherches au niveau des fruits du démon. Ils ont réussi à extraire de l'ADN des fruits du démon. Cependant, ils n'arrivaient pas à recréer des fruits du démon. C'est-à-dire qu'ils avaient au stade où Vegapunk était encore avec César, avec Queen et avec Papounet, Jaji, ils faisaient des recherches sur l'ADN, mais ils n'arrivaient pas à recréer justement des fruits du démon. Et c'est à partir justement de ces recherches que César a continué les siennes pour créer les smiles. Cependant, parce que pour moi, le spécialiste de l'ADN, c'était tout simplement Jaji. Et quand les MAD se sont disloqués, et bien Vegapunk, lui, il a continué à faire des recherches sur les fruits du démon. Il a créé le fruit du démon, justement, de Kaido, celui qu'il avait. Le fruit du démon du poisson. Ouais, du poisson, ouais, c'est ce que j'allais Carpe. dire. Le poisson carpe, version mode légendaire. Et ce qui se passe,
c'est qu'il a jugé qu'il n'était pas parfait parce que la couleur ne correspondait pas. Encore une fois, donc pour lui, c'était pas un fruit parfait. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour moi, parce que ce qui se passe, c'est que là, il y a beaucoup la théorie, c'est que ce sont des lunariens. Non, ce ne sont pas des. C'est-à-dire que Senji serait un lunarien. Pourquoi ce n'est pas une bonne théorie? Parce que tout simplement, il n'a pas les attributs des lunariens. Il n'a pas la pommade, il n'a pas les ailes, il n'a pas le feu. Tout le temps. Parce que le feu est la condition sine qua non de l'invincibilité du, comment ça s'appelle, de la Lunarien. personne. Voilà, du lunarien. Et disons que je me gourre, que je suis un gros connard comme d'habitude et que j'ai tout faux, et donc que Senji serait un lunarien et qu'il serait invincible. T'as créé quelqu'un d'invincible. Pourquoi il n'a pas donné la même chose à ses autres enfants? C'est pas un peu le dernier, Sanji? Non, c'est pas le dernier c'est Yunji. D'accord. Donc là, il y a quelque chose qui va pas. Parce que Yunji, à un moment, on voit quand il se fait remettre en place, parce qu'il s'est pris un coup de tatane de la part de Sanji, qu'il va voir le médecin et que son invincibilité, il l'a aussi. Donc, je pense tout simplement que chaque, chaque enfant on va y arriver, de Jaji a un fruit du démon. Ichiji, par exemple, il peut lancer des rayons laser, des rayons de plasma et tout ça. Peut-être que c'est tiré justement du fruit du démon de Kizaru. L'autre chose aussi, c'est que Niji, oui, c'est Niji, lui qui a le fruit un petit peu. Il aurait le fruit de la de la tempête, le fruit du vent. C'est un petit peu comme ça que ça a été un petit peu expliqué. Et donc, pourquoi pas que ça serait. Peut-être que là, on a un teaser du fruit du démon de comment il s'appelle de dragon. Et donc, Sanji a en lui de l'ADN du Mera Meranomi. Mais il a seulement que de l'ADN. Il n'a pas les capacités entière du fruit du démon, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se transformer entièrement en feu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être le feu, mais il peut produire du feu. C'est là, c'est-à-dire qu'il a réussi à prendre de l'ADN du fruit du démon et de le transposer dans les fœtus pour que les enfants aient en un sens cette sorte de capacité. Et peut-être après que à travers les gènes du lunarien, qu'il y en a peut-être dans tous les enfants de Jaji qui lui permettent justement d'avoir une certaine capacité. Mais je ne pense pas que Sanji soit tout simplement un lunarien. Donc après, c'est un petit peu comment on voit un petit peu la chose. Mais moi, je suis plus sur ce type de théorie. Et l'autre chose, c'est que Ichiro Oda, en un sens, nous a dit dans le SBS du tome 105 qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être amenées sur Sanji. Et justement, le fait ici de voir comment Jinbei, parce qu'il faut prendre le chapitre dans son ordre narratif. C'est-à-dire qu'au préalable, Ichiro Oda nous montre des cases en nous expliquant que les séraphins, c'est des mecs qui sont presque invulnérables. Et là, quand tu vois la gueule de Jinbei, et là je l'ai sous les yeux, quand il reçoit l'attaque de Sanji, eh ben, on voit qu'il morfle sa race. Et c'est un truc qui est vraiment, pour moi, qui est un truc de dingue. Donc, encore une fois, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi dans cette optique. Et encore une fois, gros merci aux 247 personnes qui sont sur le live. Alors justement, déjà, Bazedix, merci quand tu écris tes choses. Des fois, tu écris des trucs qui sont plutôt sympas à lire. Notamment que pour le Mera Meranomi, il disait que Jaji travaillait sur l'âme des objets. Et ensuite que c'était Lizard qui l'avait recréé en premier, pas Kaido. Et ensuite, c'est que Sanji n'aurait pas été, et quelqu'un d'autre l'a dit aussi, c'est que Sanji en fait n'aurait pas été travaillé par Jaji, mais par la mère. C'est pour ça que il a cette particularité qui est différente des autres. Voilà. Tu parlais à un moment que Sanji avait justement quelque chose que les autres n'avaient pas. Pourquoi est-ce que Sanji, lui, avait le feu et pas les autres? Donc voilà. Alors,
Le fait qu'il ait été travaillé par la mère ou non, parce que je pense que vraiment, tout ce qui est au niveau technique, tout ce qui est au niveau puissance, c'est vraiment quelque chose qui est basé au niveau du père. Et je pense que après, ce sont pas les enfants, on voit que ce sont pas des jumeaux. Et après, on va partir vraiment sur une autre chose, c'est-à-dire que chaque enfant naît. Enfin, moi, voilà. Ce n'est pas une vérité. Moi, par contre, c'est ce que je pense. Je pense que toute personne qui naît déjà avec un caractère prédéfini, qui est peut-être lié au gène, je ne sais pas, mais il vient déjà avec on le voit par exemple avec des enfants d'une même fratrie qui vont totalement être différents malgré le fait que ils aient reçu tous une même éducation. Et donc je pense que pour Sanji, le fait qu'il ait le feu ou pas n'est pas lié à sa mère, mais le fait qu'il soit bon, qu'il ait une âme généreuse est lié à l'âme de sa mère. À sa mère, comment elle était, et que ça s'est transféré dans les gènes. Personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est comme ça. Par contre, il est déjà 22h39. On pourrait passer des heures et des heures sur ce live, mais je veux quand même le faire assez court pour qu'il fasse qu'une heure, pour que ce soit plus facile aux gens de pouvoir le lire. Enfin, regardez la vidéo, c'est qu'on va passer tout de suite au troisième combat, qui est celui justement de Frankie, Usopp et Lilith contre la toute petite Boa Hancock en version Séraphin. Et tout de suite, alors parce que c'est quelque chose que j'ai lu sur le net, je pense que c'est un troll. Ah, merci Mehid El Hashimi. Salut Doc, j'admire ta passion sans faille pour One Piece. Penses-tu que Sanji va perdre le contrôle de son pouvoir et que Zoro va devoir le tuer? Alors Jamais. bah voilà, t'as répondu. Allez, on passe à la suivante. Non. Des blagues. Je pense pas. Je pense pas, parce qu'il a toujours son truc en lui et il va pas péter les plombs au point de tout détruire, de pas se rendre compte de ce qu'il va faire. C'est un petit peu ce que Zoro explique. Alors, si on reprend vraiment la chose, c'est que c'est à un moment, Sanji, quand il voit comment sont ses frères, il a peur justement que en acceptant la tenue et en acceptant son pouvoir, que le pouvoir le contrôle plus que la personne qu'il est et que toute sa bonté s'efface face à la violence de ce qu'il est génétiquement à travers le nom du V-Smoke. Et c'est là où il met en garde Zoro et lui demande comme un frère de lui dire: si je deviens un V-Smoke, si je deviens comme mes frères et que je ne fais attention à rien et que la violence est pour moi la seule façon de résoudre les conflits, si je suis prêt à frapper une femme, peut-être, tu me tues. Parce que je me serais trahi moi-même. Et à cette époque-là, il fait encore la différence entre Sanji et le V-Smoke. Et au moment où il est obligé de prendre la tenue, c'est qu'il se sent assez fort pour que le Sanji dépasse le stade du V-Smoke. Et c'est pour ça qu'il accepte, malgré qu'il ait renoncé à la prendre. Le besoin fait nécessité. Et c'est à partir de là qu'il décide de prendre la tenue et de combattre avec. Il s'aperçoit justement qu'il arrive toujours à être le même. C'est pour ça qu'après, il le réutilise pour sauver Momonosuke. Et à la fin, quand il combat justement Queen et qu'il est à deux doigts de mourir, l'ADN V-Smoke qu'il a en lui, c'est-à-dire qu'il a inconsciemment, en gros, on a pu faire une vidéo rien que là-dessus, mais le fait d'accepter la tenue et de comprendre que c'est pas parce qu'il a une tenue qu'il est devenu un V-Smoke, c'est-à-dire que même s'il a une tenue de V-Smoke, il reste toujours un Sanji, inconsciemment, il accepte l'héritage qu'il a eu dans ses gènes. Et quand il combat Queen, inconsciemment, ses gènes se réveillent. Pourquoi? Parce que, encore une fois, inconsciemment, il l'a accepté. Et donc, de ce fait, il n'y a aucun danger et Zoro ne le tuera jamais. Donc, là,
la petite parenthèse. Et maintenant, on arrive sur quelque chose que j'ai lu, c'est-à-dire que tout simplement, il y a un truc qui est bon, c'est-à-dire qu'il y a une bulle qui est faite à partir d'essence marine et qui permet l'annihilation comment ça s'appelle, des pouvoirs du séraphin, parce que le pouvoir des séraphins et de ce qu'ils ont dans leur sang, le green, j'ai pas lu ce que c'était, c'est le green blood, quelque chose comme Oui, ça. le sang Euh, vert, puisqu'il que- parle justement ouais, que les bandeaux sont en sang vert. les quoi? Le bandeau qu'ils ont, est du sang et il est de Oui, couleur verte, ils le disent. en réalité, c'est pas un bandeau qu'ils ont, c'est un truc translucide où on voit Oui, voilà. la matière qui est fait à l'intérieur. Et donc, ce qui se passe, c'est que ils sont sensibles justement à la bulle et ça annule ses pouvoirs. Et à un moment, quand on voit la petite boa Hancock qui pleure et là, Frankie, il s'excuse, donc il enlève la bulle. À partir de là, elle lui fout le coup et elle le transforme en pierre. Et après, il y a l'étaque justement du fruit du démon de boa Hancock et ils sont transformés. Même Lilith sont transformés tout simplement, ainsi que Sanji, ainsi que Usopp, sont transformés comment ça s'appelle, En en pierre. statue de pierre. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai lu beaucoup de trucs sur le net. Alors, j'espère franchement que c'est un troll. Où il y en a qui disent, oh là là, ça y est, Usopp est un il. Et je pense que là, vous avez rien compris à l'œuvre. En vérité, ce qui se passe, c'est que l'utilisation du fruit du démon, et en vérité, là, on le voit à travers Frankie, ce qu'il fait, c'est le fait de trouver l'enfant mignon, c'est en tant qu'enfant, ils sont attendris par l'innocence et la beauté de l'enfant. Mais je dirais, de la beauté, entre guillemets, philosophique de l'enfant. C'est ça qui est important. Et donc, ils se sont laissés attendrir, ils ont baissé la garde, comment expliquer ça? C'est vraiment très dur de mettre des mots là-dessus, mais c'est la tendresse qu'on a pour un enfant. C'est ces choses-là. Et ils sont attendris par l'enfant, par l'image de l'enfant. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, on peut se poser des questions sur le fait qu'ils sont transformés en pierre et seulement que la personne qui l'a transformé en pierre peut les délivrer. Ça fonctionne sur le véritable fruit du démon. Sauf que à l'intérieur de justement la petite boa Hancock, on n'a pas le véritable fruit du démon. On n'a qu'une copie de ce fruit du démon. Et donc, obligatoirement, un effet qui est moindre. Et peut-être que si on arrive à mettre KO comment s'appelle, le séraphin, peut-être que le truc de pierre va s'estomper. Ce n'est pas le véritable fruit qu'elle a. Ce n'est seulement qu'une copie du fruit. Tout comme Kuma a une copie du fruit de Kizaru pour pouvoir faire les lasers. Il ne peut pas se transformer véritablement en laser. Donc, c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en exergue ici parce que j'avais lu quand même beaucoup de trucs sur le net qui étaient vraiment quand même hyper tendancieux. Et Et donc, je vais même approfondir ça, puisque toi et moi, en tant que père, bah, nos enfants, oui, on les trouve choupichous sans pour autant avoir envie de les violer. Il faut se calmer un petit peu. Et surtout vous voulez que pas je utiliser vais même là parce qu'il est interdit. de voler. Et Oui. voilà. Donc, pour être plus sérieux, aussi, on va reprendre quelque chose d'autre, c'est que Oda l'a fait exprès. Si on regarde bien, on voit Nami de dos, on voit sa culotte, alors qu'elle a une jupe assez courte. Et lorsque ça arrive à la mini boa, eh bien, quant à elle, on ne voit pas sa culotte, la jupe retombe suffisamment bas sur les fesses. Justement, pour montrer la différence aussi entre le fait que là, c'est considéré comme une enfant, et Nami n'est plus considérée comme une enfant. Voilà, il y a aussi ça, et moi, c'est surtout ça que j'ai remarqué, c'est dans le dessin qu'il a, il a un peu caché le corps de Mini Boa. Donc effectivement, moi, ça m'était pas venu à l'esprit que, oulala, il a dit qu'elle était mignonne parce que, voilà. Ouais, Donc, c'est surtout ça, c'est-à-dire que comment ça s'appelle, ouais, en gros, c'est là, je parle surtout de ça parce que il y a cette mentalité en ce moment de vouloir voir le mal absolument partout et de vouloir donner des intentions à des personnages fictifs
alors qu'il est certain, parce qu'il faut se rappeler aussi quand même que Ishiroda a des enfants dont justement des filles, et de ce fait, il ne peut pas mettre un truc aussi tendancieux dans le manga, surtout que le monde du manga dernièrement avait vraiment, comment ça s'appelle, il y a eu vraiment des problèmes justement là-dessus, donc je pense que c'est pas du tout, mais de toute façon, t'empêchera pas à des gens de voir le mal partout et d'être absolument un petit peu trop extrême, je dirais, dans leur mentalité. Donc, on va finir justement là-dessus pour passer sur la dernière partie où comment ça s'appelle, on a justement le Vegapunk, c'est-à-dire que Shaka arrive à retrouver comment ça s'appelle, Vegapunk. Et là, on voit justement que Shaka n'est pas le traite comme beaucoup de personnes, et moi, le premier, on a pensé, il se prend un headshot en pleine tête Il qui te est, prend mais rarement un headshot dans les jambes. ouais, mais super. Là, j'avoue, très juste, très très juste. Donc, il se prend un bon gros headshot. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le montage de ma vidéo, j'avais envie de foutre un passage de Quake où on avait tout sur le truc, le headshot, le truc qui était comme ça, qui est le bon vieux headshot des familles. Et là, on voit que Shaka se retrouve sur le sol. Enfin, il y a quand même une sacrée flaque. Donc voilà. Alors, encore une fois, Shaka n'est pas un être vivant en tant que tel, je pense que c'est un clone. Donc, en un sens, la mort de ce personnage n'est pas la mort comment ça s'appelle, d'un véritable personnage. C'est un outil de Madison. Vegapunk. Voilà. Donc, en un sens, la mort de celui-ci, par Eiichiro Oda, semble plausible. Je dis bien plausible. Maintenant, qui est ce tueur? Alors oui, il y a un truc qui a fait aussi vraiment très très rire, c'est-à-dire que le mec, il se fait tuer par une bastos. On peut mourir d'une bastos dans One Piece, c'est complètement dingue, j'avoue, c'est complètement fou. On voit le gun. Alors le gun a vraiment fait penser à beaucoup de personnes au fait que ça soit le Séraphin de Crocodile, pas de Crocodile mais de Doflamingo. D'ailleurs, il y en a qui m'a écrit un commentaire absolument dingue, c'est-à-dire que c'est le Séraphin de Doflamingo qui tire les ficelles dans l'ombre. Donc par rapport au Folies Démon, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Pourquoi, à mon sens, ça ne peut pas être lui? Parce que je pense que, comme on en avait parlé avec les clauses de la robotique qui ont été mis en place par Isaac Asimov, que le robot, la création ne peut se révolter contre son créateur. De ce fait, les séraphins ne peuvent pas détruire leur créateur. Et on peut imaginer que Shaka soit considéré comme son créateur. Sauf que ce que je viens de dire vient d'être totalement détruit par ce qu'on a eu juste avant, c'est-à-dire le fait qu'il ait été transformé en pierre, Lilith. Mais donc voilà quoi. Donc je sais pas comment on pourrait ça, mais je pense pas que ça soit le Séraphin de Doflamingo. Moi je suis toujours enclin à cette théorie, la théorie du clone déchu de Vegapunk. C'est-à-dire que je pense que Vegapunk a dû faire plusieurs tests de clones, et peut-être que au tout début, avant, et alors là je suis en train de vous faire la théorie directement en live, c'est-à-dire que avant qu'il crée plusieurs satellites, peut-être que Vegapunk avait créé un clone de lui-même. Sauf qu'à un moment, le clone a voulu se révolter, et à partir de là, Vegapunk s'est dit je vais le bannir. Il n'a pas pu le tuer parce que c'est une partie en un sens de lui-même. Donc peut-être qu'il l'avait mis, qu'il l'avait isolé, qu'il l'avait mis en cryogénisation dans un endroit, et que à la place, il s'est dit je vais pas faire deux fois la même erreur, et de ce fait, au lieu de recréer une autre entité de moi-même, je vais diviser mon entité en plusieurs parties. Et comme ça, en un sens, ils pourront pas se rebeller. Et donc moi, je pense que c'est vraiment
comment ça s'appelle, un autre Vegapunk. Et pourquoi pas que ça serait un autre Vegapunk qui serait une partie du cerveau central, justement, de Head Egg, qui arriverait à cacher son existence à travers l'internet entre guillemets qu'il y aurait au niveau de tout simplement de Head Egg. Et je vois que non, je pense pas que ça serait un hologramme. Moi, je Donc trouvais la théorie intéressante. ah merci, c'est Non, de gentil. l'hologramme. Voilà. Hein? De l'hologramme. Je trouvais que Ah c'était non! plutôt pas. Je trouvais justement le fait de faire une mise en scène pouvait être intéressant. Mais en fait, moi, c'est plutôt le regard de. Comment il s'appelle de Vegapunk à la fin. Il montre vraiment qu'il est horrifié. Et je pense qu'il est plus horrifié par ce qu'il voit. Il doit le ressentir. Il doit avoir effectivement une sorte de ressenti direct plutôt que. Plus qu'autre chose. Donc, effectivement, la théorie de l'hologramme, c'était funky, mais c'est trop improbable. Oui, mais par contre, le gros souci, qu'il y a, c'est que là, on voit par contre que vraiment Vegapunk a vraiment ressenti quelque chose. Là, il y a vraiment un gros problème. On sait que le Trait, déjà, il est là depuis longtemps parce que c'est lui qui a mis en place tout simplement les autres CP en prison. Et l'autre chose, c'est qu'il a réussi à cacher son existence. Parce que si on se rappelle les dernières cases qu'on avait vues dans le chapitre précédent au niveau de Vegapunk, c'est qu'il se doutait qu'il y avait quelque chose, mais il n'avait aucune preuve. S'il avait connaissance de l'existence d'un traître, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un problème au niveau de Head Egg, parce que le gouvernement mondial a des informations, surtout des informations par rapport à O'Hara. Mais il avait dû faire énormément de recherches au niveau de Head Egg et n'avait trouvé aucun traître. Donc c'est pour ça qu'il se posait la question de savoir si la fuite ne venait pas d'autre part. Donc il ne sait pas. Oui, enfin oui, oui, il y en a qui rigolent en disant le jumeau maléfique de Vegapunk. On est au-delà du comment ça s'appelle du jumeau maléfique. Punk. Vraiment on est vraiment comment ça s'appelle le clone parfait. Je pense que vraiment Vegapunk au début a voulu créer un clone parfait de lui-même qui pourrait s'occuper de certaines tâches pendant que lui pourrait entièrement se dédier aux recherches, pourrait gérer l'administration et justement toutes les autres tâches qu'il a données après à ses satellites. Et c'est justement quand il a vu la rébellion de cet autre clone qui a pris la conscience de lui-même. C'est ça aussi, on revient toujours sur cette même thèse qu'on a beaucoup dans la science-fiction, c'est que quand ta création prend conscience qu'elle... Enfin, et on arrive aussi sur l'existence de Dieu, pourquoi t'es là, etc. C'est ça qui est très important. Et je pense qu'on va avoir justement je pense qu'il y a peut-être eu un marché qui a été fait parce que le Trait a un lien avec le gouvernement mondial et peut-être même un lien avec Im-Sama. Et peut-être que justement, Im-Sama lui a dit on va venir détruire Vegapunk. Donc maintenant, une fois que Vegapunk sera mort, tu seras le véritable Vegapunk. Et en un sens, ça fait écho à autre chose. C'est-à-dire que tout le monde se pose la question quel est l'intérêt du gouvernement mondial à tuer Vegapunk, vu que Vegapunk leur permet d'avoir énormément d'armes, énormément d'avancées scientifiques. Le problème de Vegapunk, c'est qu'il a des idées par rapport au siècle oublié. Si Im-Sama est en contact avec l'autre Vegapunk et lui permet de prendre la place du véritable Vegapunk, eh bien, ils auront toujours accès aux technologies, ils pourront avoir toujours accès à des futures recherches, vu que le méchant Vegapunk qui a été créé remplacera l'autre. Et il y aura un marché justement entre Im-Sama, c'est du gagnant-gagnant. Et même à la rigueur, s'ils détruisent Head Egg, peut-être que le faux Vegapunk, l'autre Vegapunk, pourra venir directement au gouvernement mondial. Et dans les sous-sols du gouvernement mondial, peut-être qu'il y a des usines, qu'il y a de la technologie qui va être mise en place. Ça peut être un bon truc. Donc voilà. Après, moi je reste sur l'hypothèse du cerveau qui veut prendre le pouvoir un petit peu à la Skynet. C'est un petit peu ce que l'on avait pensé dernièrement. Donc voilà. Alors j'en vois beaucoup qui rigolent par rapport à Terminator et tout ça, mais il faut savoir que
Terminator, c'est pas eux qui ont eu l'idée de Skynet. C'est tiré. Tout à l'heure, j'ai parlé justement d'Isaac Asimov, qui a mis en place énormément de bases sur comment gérer un petit peu la cybernétique au niveau de la science-fiction, tout comme Jules Verne a mis en place différentes bases sur la science-fiction, tout comme I.G. Wells a mis des bases sur le voyage dans le temps. Toute œuvre qui est créée inconsciemment se base sur des œuvres qui ont déjà existé. Donc voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on voit pas le temps passer, mais on est déjà. Merci à Roro Noah Loco. Oui, j'allais le faire. Oui, merci à lui. Un gros merci déjà de votre suivi. On est à combien là au niveau des viewers 290. Combien 290. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Donc, Roro Noah Loco, salut le doc, première fois que je suis le live avec toi, mais je te suis depuis plusieurs années. T'es le meilleur, ne change rien. One Piece, c'est la vie. Un gros merci à vous. On va terminer ici Est-ce que je peux aussi créer une théorie en live? Vas-y. Alors, ça tient à rien du tout, hein. C'est un fil d'Ariane, mon truc. Tous les mecs qui sont en prison sont habillés en noir, un peu gang mafieux. Me dit, c'est Capone BG qui a tiré sur Chaka. Alors, qu'est-ce que t'en dis, hein? Alors, je vous fais peur, les théoriciens. Moi aussi, je peux en faire. Voilà. Excellent. Là, il y a Jérém NC32 qui vient de 532 qui vient de m'envoyer un truc, là. Tu as vu le cadre avec tous les pièces de couverture des tomes à 900 €. Tu comptes t'en prendre un? Tu en penses quoi? Non, j'ai pas vu. Je sais pas si c'est un truc officiel ou quoi que ce soit. Mais si t'as un lien à envoyer, hésite pas. C'est un truc que, franchement... Que oui, je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est le genre de pépite que j'adore. Par contre, 900 €, ça fait putain de cher. Oh la vache. Mais voilà. Donc, oui, quand il dit non, c'est impossible. Oui, c'est normal. C'est parce que c'est une théorie. What the fuck. C'est quoi avec Sofiane le geek? C'est quoi ta théorie? Ah, sur le SSJ5, mais au-delà de ça, voilà. les gars, c'était forcément du second degré, pensez-le bien. Voilà, c'était une boutade. C'était une boutade. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ok, d'accord. On va aller regarder ça. Ce qui se passe, c'est que le live va s'arrêter ici. Parce que, encore une fois, je veux pas qu'il fasse plus de 9 heures. Ce qui se passe, c'est que je vais essayer de négocier ça avec Madame le Doc. Mais la prochaine fois qu'il n'y aura pas... Alors, oui, déjà, première annonce. La semaine prochaine, je suis à la Clermont Geek Days. Clermont Geek Convention. Ouais, merci. Oh la vache, super gars. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Oui, il voulait dire qu'il y aura une réaction live qui va sortir. Cependant, il n'y aura pas de live le dimanche soir. Pourquoi? Parce qu'on sera sur la route sur le retour. On va avoir au moins 8 heures de route durant la nuit. Donc le lundi, je vais être crevé sa mère. Donc je ne pourrai pas faire de vidéo pour faire la critique analyse. Et je ne n'en ferai pas une le mardi. Parce que le mardi, il y a les spoils qui sortent, tout simplement. Donc voilà. Cependant, ce qui va se passer... c'est que le week-end d'après, on fera un live où je répondrai à toutes vos questions. On fera un live FAQ et voilà. Donc, encore une fois, un gros merci à vous tous. Oui, je vais essayer de prendre soin de mon dos. D'ailleurs, Kevin, je te fais un coucou parce que j'ai vu que tu étais là. Kevin et Adri, ainsi que Gaëtan, se chargeront du montage de l'exposition qu'il y aura. Hein? Ouais. Parce que Luffy Sud, lui, il vient toujours quand tout est fini, bien sûr. Donc voilà. Et il y aura aussi Patoche. Pour ceux qui veulent voir celui-là qui fait la BD, il y aura aussi les derniers exemplaires de la BD qui sera là. Il y aura Patoche qui sera juste là. Donc un gros merci à vous tous. Encore une fois, merci d'être aussi nombreux. Oui. La doctoresse est aussi terrible. Oui, je vous jure. Elle est d'une gentillesse infinie, mais voilà, je suis comme ça devant elle. Voilà. Donc, gros merci à vous tous. Putain, si quelqu'un lui répète ça, je suis un homme mort. Je suis juste en train de me dire que ton live FAQ, tu vas avoir 5 questions, 8 heures de live. Hein. Je vous le dis tout de suite, les gars, préparez-vous. Ah ouais, oui, c'est sûr. Donc, un gros merci. Je t'enverrai. Ah oui, tu les envoies par mail.
s'il te plaît, sur le mail qui est justement dans la description. Un gros coucou à vous tous. Merci d'être aussi nombreux à me suivre. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, par exemple, de vous laisser des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, mes Nakamas.